2 janvier 1971. Ibrox Park de Glasgow, en Écosse. 22e journée de Scottish Premier Division, 93e minute. Dans une ambiance électrique, les Rangers égalisent à la toute dernière minute face au Celtic, ce qui provoque un funeste mouvement de foule. Cet habituel nuage sombre au-dessus du stade emportera ce soir-là 66 vies. Toutefois, afin de mieux comprendre toute la symbolique derrière ce drame, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur la bascule vers une terrible rivalité politico-religieuse entre Rangers et Celtic, nous allons découvrir ensemble les terribles débordements engendrés par ce derby. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de la 18e série de Géosporitique où, avec Antoine de Celtic FC francophone et Valentin de Celtic France, nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel le Odd Firm va beaucoup trop loin. That was how Celtic became the first ever British team to win the European Cup. Déjà omniprésente, l'animosité entre les deux protagonistes du Odd Firm connaît une recrudescence à partir des années 60. Et ce, pour à nouveau 2 principales raisons. D'un point de vue purement sportif, cette décennie représente l'âge d'or du Celtic. Car en plus de la première et unique Ligue des Champions de l'histoire du pays, glanée en 1967, les triomphes sur le plan national s'enchaînent. Alors forcément, quand l'un réussit, la jalousie ainsi que la haine de son opposant augmentent. Et d'un point de vue extrasportif, ces années sont aussi celles du développement du sectarisme sur la scène glaswegienne. De nouvelles pratiques qui touchent de plein fouet les Rangers, qui d'ailleurs vont enchaîner les bourdes. Il y a par exemple cet épisode où leur vice-président Matt Taylor déclare que cette politique 100% protestante fait, je cite, partie de leur tradition. Mais il y a aussi la fois où le public de l'Ibrox Park siffle l'hommage adressé au défunt président catholique américain John Fitzgerald Kennedy. La communauté catholique, en perpétuelle croissance grâce à l'afflux d'étudiants étrangers, ainsi que le grand public, pointe alors de plus en plus du doigt ces dérives sectaires qui touchent de même le Celtic. Cela a aussi pour conséquence directe de donner une connotation politico-religieuse à chaque supporter de ces 2 clubs, alors que la majorité d'entre eux ne sont pas croyants. Elle monte finalement avec la montée du hooliganisme en règle générale aussi en Grande-Bretagne. À Glasgow, ça n'y échappe pas. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a forcément tout ce qui se passe pendant 30 ans en Irlande du Nord, que nous on dit nord de l'Irlande en fait. On parle pas d'île, parce que l'Irlande du Nord est un État que nous on ne reconnaît pas. En tant que supporter du Celtic et même irlandais, nous on dit nord de l'Irlande. Donc il y a tout ce conflit-là de guerre civile là-bas qui rejaillit fortement chez nous. Et puis les années 60 ont été une période faste pour le Celtic. Les Rangers avaient beaucoup d'avance en termes de titres. Et je pense que peut-être pas forcément dû apprécier aussi que le Celtic remporte beaucoup de trophées, voire ne laisse aucun trophée aux autres équipes. Donc peut-être que ça s'est exacerbé encore plus à ce moment-là. Mais il y a eu des périodes beaucoup plus denses et beaucoup plus violentes, on va dire, dans l'histoire des 2 clubs. Ouais.
si le Old Firm a toujours entraîné des troubles ainsi que des problèmes en tout genre, la violence devient incontrôlable dans la seconde moitié des années 70. Les désastres d'Ibrox de 1902 et 1971, dus à des mouvements de foule meurtriers, laissent place à de véritables confrontations entre supporters, tant sur qu'en dehors des terrains. Ce Old Firm du 10 mai 1980 au Hampden Park de Glasgow en est sûrement l'exemple le plus populaire. Lors de cette finale de Coupe d'Écosse, les drapeaux de l'Ulster et les écharpes fleurissent dans les camps réservés aux supporters des Rangers. Alors qu'en face, leurs homologues du Celtic brandissent les drapeaux de la République d'Irlande et des écharpes sur lesquelles sont inscrits des slogans révolutionnaires. Ce jour-là, la tension monte néanmoins d'un cran à la fin du match, remporté 1-0 après prolongation par le Celtic. Les supporters des Hoops rentrent sur le terrain pour féliciter leurs joueurs. Mais les fans des Rangers s'estiment provoqués par les manifestations de joie de leurs rivaux et envahissent à leur tour la pelouse. Résultat, un affrontement violent éclate à l'intérieur même de l'enceinte. Le bilan s'élève à des centaines de blessés, couplé à 280 arrestations. Et pour rien arranger, au lieu de condamner mutuellement les exactions de leurs supporters, les dirigeants se rejettent la faute. En fait, il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Royaume-Uni, il y a quand même très peu de groupes ultras. En Écosse, il y en a. Le Celtic a ses groupes ultras, les Rangers sont leurs groupes ultras. Chose que dans le sud, en Angleterre, ça se fait quand même rarement. Je sais qu'à Crystal Palace, il y a un groupe qui vit bien, mais dans d'autres clubs, l'ambiance est plus pareille parce que la première ligue est devenue, on va dire, ils ont eu une période hooligan qu'ils ont essayé de mettre eux aussi sous le tapis et de interdire des groupes dans les stades, chose que je ne vois plus dans le sud, en Angleterre, depuis un moment. Nous, par contre, dans le nord, en Écosse, il y a toujours des groupes, et forcément, les groupes, il faut pas de rencontre entre les groupes, parce que, évidemment, là, s'il y a une rencontre entre les groupes, ça peut être catastrophique. Ce qui est plus dangereux, en fait, c'est dans les rues, c'est après les matchs ou avant les matchs. Voilà, c'est entre petits groupes, finalement. Là, il y a eu beaucoup d'histoires, parce qu'il y a c'est très quadrillé, finalement, Glasgow, avec des quartiers très, très quadrillés, quartier Celtic, quartier Rangers. Donc, on sait que quand on va dans cette partie-là de la ville, encore aujourd'hui, d'ailleurs, mieux éviter de se promener avec le maillot ou un signe du club adverse. Les Glasgow Rangers ont mis fin aujourd'hui à leur politique de longue date consistant à ne pas recruter de footballeurs catholiques. Et ils l'ont fait de la manière la plus spectaculaire qui soit en obtenant le transfert de l'ancienne star du Celtic, Maurice Johnson. Cette nouvelle est doublement controversée car il y a quelques semaines encore, il semblait certain que Johnston allait revenir au Celtic avant que l'accord ne tombe à l'eau en raison de menaces juridiques. Looks certain that Johnston would be returning to Celtic before that deal broke down amid legal threats. Les temps changent, le monde du football évolue et la société va de l'avant. Même certains médias pro-écossais condamnent ce sectarisme ambiant au sein des Rangers, source de bon nombre de débordements. Le célèbre journaliste Ian Archer ira même jusqu'à affirmer que, je cite, « En tant que club de football écossais, les Rangers sont une source d'embarras permanent et parfois même une honte. Ce pays serait meilleur si les Rangers n'existaient pas. » L'arrivée de Graham Souness au poste d'entraîneur-joueur en 1986, accompagné de celle de l'homme d'affaires David Murray aux commandes du club en 1988, marque toutefois un tournant dans la politique discriminatoire des Gers. Cette politique, 100% protestante, laisse place à l'ouverture. Et ce, afin d'être davantage compétitif. D'une part, Murray entend rentabiliser son investissement de 6 millions de livres en augmentant le prix des places notamment. Excite alors le sectarisme ainsi que la bigoterie qui sont des freins pour cette stratégie économique. Et de l'autre, Souness veut gagner et affirme donc qu'il signera les meilleurs joueurs du marché, quelle que soit leur religion. Une volonté matérialisée dans les faits en 1889 avec la signature de Mo Johnston. Passé entre autres par le Celtic, l'attaquant devient le premier joueur catholique à vêtir la tunique des Rangers depuis la Première Guerre mondiale. Les Boys le surnomment alors Judas,
pendant que certains supporters des Light Blues déchirent leurs abonnements ou encore refusent d'inclure les buts de Johnson dans les résultats du club. Mais derrière cette façade brillante, la grande majorité des fans approuvent ce virage à 180 degrés. Il s'agit du point de départ d'un nouveau chapitre où le sportif prend le dessus sur la politique et la religion, à l'image du recrutement en 1997 du futur champion du monde, Gennaro Gattuso. Non, ça va pas forcément peser tension parce que là, à partir de ce moment-là, le titre s'est devenu. Je veux pas dire qu'il s'est joué entre nous parce que dans les années 80, d'autres clubs écossais sont émergés et ils sont devenus forts et même meilleurs que les clubs de Glasgow, mais non, là, ça s'apaise plus du tout, on va dire. La rivalité, elle est dense, elle est importante. Et eux, voilà, c'est vrai que c'était un peu plus tard. Mais encore maintenant, je sais qu'il y a des choses là-bas qui sont... Même en termes de recrutement de personnes dans le club, ils font assez attention à tout ça. C'est assez affligeant, je trouve, encore maintenant. Mais bon. L'Assemblée générale condamne la violence sectaire en Écosse, illustrée par les scènes qui ont suivi la finale de la Coupe d'Écosse, tout en reconnaissant que la violence dans le football n'est en aucun cas limitée à l'Écosse et qu'elle a de nombreuses causes. Nous pensons que les tensions s'apaiseraient si tous les clubs, et en particulier le club de football des Rangers, renonçaient publiquement à toute partialité sectaire. Mais en parallèle de ce pas vers l'avant réalisé par les Rangers, le Old Firm rentre dans une nouvelle ère empreinte de meurtre. Les années 80-90 à Glasgow comme reflet de tout ce que le football peut engendrer de pire. Oubliez les envahissements de terrain, les émeutes de supporters après une victoire enthousiasmante ou encore une défaite déchirante, voire même le hooliganisme. Non, cette vieille entreprise, montée de toutes pièces, se propage dans les rues. Durant cette période, porter le mauvais maillot au mauvais endroit, au mauvais moment peut se révéler fatal. Depuis 1995, on estime qu'au moins 4 assassinats ainsi qu'une 60aine de blessures graves viennent de rivalités footballistiques à Glasgow. Le Old Firm n'est plus une simple rivalité sportive. Et si certains pans de la population rejetaient cette réalité, Mark Scott mettra en exergue cette nouvelle donne un soir d'octobre 1995. Le jour où cet adolescent meurt, le matin même, sa mère l'avait exhorté de ne pas porter son maillot du Celtic de peur que cela ne lui cause des ennuis. En fermant sa veste pour cacher les rayures vertes et blanches, le lycéen de 16 ans avait ri. « Ne t'inquiète pas, maman », lui avait-il dit. « Ils ne font plus ce genre de choses. » Mais ils l'ont fait. Et quelques heures plus tard, Mark se voit trancher la gorge par un homme qui l'avait choisi au hasard parmi un groupe de supporters du Celtic alors qu'il rentrait chez lui après un match en traversant un quartier protestant de Glasgow. Celtic, comme Rangers, ne peuvent plus fermer les yeux. Ils doivent agir, et maintenant. Je pense pas forcément à quelque chose en particulier, mais des incidents arrivent quand même. Tu vois, même très récemment, moi, depuis que j'ai le compte, c'est déjà arrivé qu'il y a déjà eu une bagarre entre certains supporters et qu'il y avait des armes blanches aussi dans les contacts-là. Il y a des gens qui ont forcément ont été blessés et qui ont dû aller à l'hôpital, pour se faire soigner, quoi. C'est déjà arrivé et ça fait un peu moins de 10 ans que je tiens le compte et c'est déjà arrivé sur une période où moi j'ai dû commenter un match. Les clubs, parce que même les Rangers font aussi déjà des appels, tout ça, et puis essayent de mettre en place des choses pour apaiser les situations, ce qui est normal en soi. Maintenant, je suis pas bien sûr qu'il y a un réel impact. Après, la position officielle des clubs a toujours été très neutre. Il n'y a jamais eu vraiment de grosses déclarations haineuses ou de la part des dirigeants, je parle. Les supporters du Celtic, je pense qu'ils sont racistes, irrespectueux, sans aucun doute irlandais. Definitely Irish.
Les fans des Rangers sont en quelque sorte, je ne sais pas qui ils sont. On leur apprend à détester. Face à cette situation déplorable, Rangers et Celtic tentent d'agir en vain. En fait, vu que ces débordements se déroulent majoritairement en dehors des matchs, les deux clubs ne prennent pas vraiment d'action radicale par peur de représailles. Non, les diverses initiatives d'apaisement viennent plutôt des citoyens. La mort de Mark Scott, bien que choquante, n'est en réalité qu'une tragédie parmi tant d'autres. Comme Scott, les gens n'ont alors pas conscience de la gravité que le sectarisme a atteint en Écosse. Et comme hélas, c'est souvent le cas, il faut une tragédie médiatisée pour faire changer les mœurs. L'exemple le plus notable en la matière est sûrement celui de Cara Anderson. Cette proche du défunt Mark Scott lance dans la foulée du meurtre le Kneel by Mouth, qui est une campagne visant à mettre fin au sectarisme en Écosse. Consciente que les problèmes résident dans la façon de penser des gens, Anderson conçoit un programme visant à améliorer l'éducation et à sensibiliser le public au sectarisme. Si des programmes seront à noter, l'ampleur est telle qu'il est impossible de faire disparaître cette rivalité du jour au lendemain. Et le Old Firm dans tout ça complexifie la tâche. La prise de conscience est plus forte, mais les supporters des deux clubs chantent et chanteront des chants sectaires pendant les matchs, même involontairement. Tant que les gens ne s'engageront pas sérieusement à mettre fin au sectarisme comme Cara Anderson, d'autres risquent de perdre des êtres chers simplement à cause de la couleur d'un maillot. C'est ainsi que se termine ce 3e épisode de Géosporétique, The Old Firm, un derby politique. L'évolution complexe de cette rivalité jusqu'à aujourd'hui, c'est le thème du prochain épisode. Pour retrouver les anciennes et futures séries, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Moi j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport et de géopolitique. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière. Et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en notant ce podcast, mais aussi en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.